Alors tout d'abord, merci. Vous êtes très, très, très nombreux à avoir répondu à notre invitation dans le cadre du BIMworld Jumeaux numériques. La mission Écoterre a le plaisir de vous proposer cette table ronde, l'intelligence artificielle, usage et éthique. L'intelligence artificielle, et vous le savez bien, n'en finit pas d'alimenter les chroniques numériques de notre société d'aujourd'hui, tant elle est vaste, passionnante, porteuse d'espoir, mais en suscitant également de nombreuses craintes. À travers cette table ronde, beaucoup de questions autour de l'IA. Il y aura peut-être des questions publiques, on verra. L'IA est-elle une menace ou une opportunité, notamment dans notre quotidien? Qu'est-ce que cela change vraiment au sein des collectivités territoriales? Nous avons des élus que je vais présenter dans un petit moment. Et enfin, faut-il mieux encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment en termes d'éthique et d'environnement? À mes côtés, qui ont voulu bien répondre à notre invitation, Mona Trecchia, vous êtes conseillère territoriale développement numérique, Pleine Commune, Grand Paris, et conseillère déléguée à l'innovation à la mairie d'Épinay-sur-Seine. Mona, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci. Vous êtes également vice-présidente de la mission Écoterre. Tout à fait. Et Pierre-Alexandre Mouret, vous êtes président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay et tout nouveau vice-président de la mission Écoterre. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Alors, tout d'abord, une première question pour tous les deux. Quel est votre constat concernant l'IA éthique et responsable, et comment faire coexister les deux? Mona, honneur aux dames. Merci. Alors, donc Mona Trecchia, moi je suis élue effectivement sur le territoire de Pleine Commune. Juste pour vous donner une idée, je suis élue depuis 2014 et je suis dans la plus ancienne communauté d'agglomération de France, et une des plus grandes, c'est 450 000 habitants, et c'est terre des JOP 2024. Donc l'IA et l'éthique. Alors tout de suite, je trouve que c'est un oxymore parfait, l'intelligence artificielle en fait. Dans les deux, on a un côté intelligence, des caractéristiques un petit peu humaines, et puis de l'autre côté, on dit artificielle. Et puis il y a un petit peu ce que je disais aussi ce matin dans une autre table ronde, je disais, on a l'impression qu'il y a des sujets comme ça qui reviennent, des effets de mode. On en parlait il y a 2-3 ans, et ça revient au goût du jour, mais avec d'autres enjeux. Donc déjà, en premier, je souhaitais juste revenir sur qu'est-ce qu'une IA. Qu'est-ce qu'une IA? On imagine, c'est pas ChatGPT, c'est du génératif, certes, mais l'IA, c'est une volonté qui existe depuis maintenant quelques dizaines d'années par des chercheurs de pouvoir modéliser les réseaux de neurones et nos manières d'apprendre et de pouvoir apprendre. Mais il n'y a pas, c'est vraiment quelque chose, je le dis souvent, l'innovation, c'est une ambition humaine, c'est créé par l'humain, par l'homme. Et ça n'a pas ni d'émotion, ni d'émotion, ni de sentiment. Donc c'est juste pour se dire que c'est des traitements qui se basent sur des milliards et des milliards de données. Pour citer Thierry Breton, on crée chaque année autant de données que nous avons créées depuis le début de l'humanité. Donc on prend toutes ces données-là et en tout cas, de mon point de vue, on s'en sert sur des cas d'usage très concrets dans les collectivités pour améliorer le quotidien des citoyennes et des citoyens sur la gestion des mobilités, sur la gestion des déchets, sur l'inclusion numérique, sur plein de sujets. On a besoin effectivement d'un certain nombre d'informations sous forme de data. Donc au cœur, on a le traitement de la donnée massive. L'éthique, c'est comment je peux utiliser ces outils d'aide à la décision de manière éthique au service des citoyennes et des citoyens, pour analyser et améliorer un service aux habitantes et aux habitants. En gros, le numérique, je le dis souvent, ça peut le meilleur comme le pire, et l'éthique, c'est s'attacher justement à essayer de donner du sens commun, et en tout cas à s'attacher à faire le meilleur, je dirais, de ces cas d'usage. Autre sujet, la responsabilité. Alors, le numérique responsable, donc quand on a mis traitement massif de données, machine learning, éthique, je ne fais pas n'importe quoi avec les informations que j'ai. Je peux décider de sauver le monde comme je peux le faire périr, entre guillemets. On s'attache au côté bienveillant de la chose. Et puis la responsabilité, qu'est-ce que c'est? Le numérique responsable, on en parle souvent
en se disant qu'il faut qu'on évite l'impact environnemental. Le numérique responsable, ce n'est pas que ça, c'est effectivement comment, avec tous ces traitements de milliards de données, on va essayer quand même de faire des outils, non seulement qui nous permettent de prendre les bonnes décisions, mais en plus d'éviter d'abîmer notre planète par les traitements et le cycle de vie, notamment des données. Mais c'est aussi apporter... Alors, le numérique responsable, c'est très très vaste, hein, ça va de la cybersécurité, on en parlait il y a quelques instants, à effectivement l'impact environnemental et au cas d'usage que je sélectionne pour répondre à un besoin concret aux habitantes et aux habitants. Alors, Pierre-Alexandre, la même question, quel est votre constat concernant l'IA éthique et responsable et comment faire coexister tout ça? Oui, merci. Donc effectivement, sur la partie éthique et usage, moi ce que je trouve intéressant, c'est que l'IA soit utilisée sur tout ce que l'humain perd du temps à faire. Et donc, on le voit, on en reparlera tout à l'heure, il y a plusieurs cas de figure, mais il y a des applications qui permettent à l'humain de gagner du temps en termes de productivité, autant dans nos collectivités que nos entreprises. J'ai comme exemple des applications, par exemple, routières, qui vous permet effectivement de gagner du temps quand il y a des bouchons, etc. Ou des applications, nous on le vit dans l'agglomération Paris-Saclay, qui permet de faire des comptes rendus de visio. Donc c'est des tâches un peu ingrates, comme je dirais, qui ne créent pas de valeur à l'humain. Et ce qui est éthique et qui permet un véritable usage, c'est d'utiliser l'IA pour gagner en productivité. Et ça, c'est très important pour nous. Donc moi, le volet éthique et responsable, c'est de dire il ne faut pas que l'IA dégrade la création d'emplois. Il faut qu'elle crée de la valeur et de la productivité, à la fois pour les collectivités et les entreprises. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'on pousse, nous, au niveau de l'agglomération Paris-Saclay. Alors, Mona, l'IA avec tous ces bouleversements qui concernent le consommateur, les collectivités locales et territoriales, les institutions publiques. Vous étiez dernièrement à Bruxelles, je crois, et Bruxelles a trouvé un accord en décembre dernier, notamment entre les États membres et le Parlement européen, sur la régulation de l'intelligence artificielle. Alors, je cite, « Les systèmes d'IA considérés comme une menace évidente pour les droits fondamentaux des personnes seront interdits. » Alors, c'est une première et cela consistera en quoi? C'est-à-dire dans notre, on va dire, dans notre quotidien. Alors oui, effectivement, j'étais en délégation à Bruxelles où j'ai eu le plaisir de rencontrer l'équipe de Thierry Breton et d'échanger sur toute l'actualité, hein, sur le digital, sur l'IA, mais pas que. On a été jusqu'au Green Deal dans nos échanges et on a une chance et on n'en est pas suffisamment conscient, en tout cas en France, je trouve. C'est qu'il y a un avant et un après Thierry Breton à la Commission européenne. On a la chance d'avoir la French Touch qui est présente en Europe. Et quand on parle de droits fondamentaux de l'humain, ça me renvoie un petit peu aussi à notre histoire française et à notre éthique qui fait la différence. Et je suis intimement convaincue que c'est ce qui fait la différence dans nos stratégies de développement numérique et en tout cas en matière d'IA. Donc, oui, il faut absolument qu'on continue à travailler sur ces notions d'éthique. Ce IA Act est une grande étape. Une grande étape parce que c'est un texte qui dit vraiment et qui recentre les fondamentaux pour éviter... on vit tous un contexte géopolitique qui est très, très, très complexe. On est tous des téléspectateurs ou des spectateurs de l'actualité à quelques... milliers de kilomètres de Paris, il y a des États qui sont en guerre aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'est de se dire comment on peut faire d'un outil technologique une méthode accélératrice d'un traitement massif d'informations, comment on peut en faire, en tout cas, garder ce côté bienveillant, éthique et responsable. Donc cet acte-là, il est essentiel et il faut vraiment être conscient que, moi, c'est le sentiment que j'ai eu lors de cette délégation, c'est cette French Touch, elle va jusqu'aux collectivités, la participation citoyenne, on a évoqué ces sujets. Et effectivement, la France apporte beaucoup à toutes ces réflexions et elle porte en fait un sujet qui est essentiel. Comme on porte aujourd'hui au niveau européen l'IA, l'éthique et le numérique responsable aussi, comme on porte aussi les sujets de cyber. Et moi j'ai envie de dire, c'est chez nous que c'est né tous ces sujets-là. Et on les a remontés à l'Europe et aujourd'hui on est depuis 2 jours je crois on est 29 membres maintenant en Europe parce qu'il y en a 2 qui sont venus s'y ajouter ces derniers jours
et on fait redescendre dans tous les États membres. Et donc quand on dit et quand on inscrit noir sur blanc qu'il faut respecter les droits humains, c'est fort de sens et on a de quoi vraiment en être très très fiers, parce que derrière c'est quoi? C'est les droits de l'homme, c'est ne pas faire n'importe quoi. Vous évoquiez les mobilités à Saclay. Bien sûr, on peut optimiser des mobilités, on peut optimiser les mobilités pour les véhicules, mais si on n'est pas bienveillant, on peut, en termes de crise climatique dans quelques années, on va peut-être vouloir utiliser l'IA pour d'autres types de mobilité tout aussi moins bienveillantes. Alors justement, alors déjà je pense qu'effectivement le point est juste. Il y a un besoin de réglementation, au même titre que la RGPD a réglementé en Europe effectivement tous les sujets de données. Il y a un vrai besoin de réglementer l'IA au niveau, d'abord, comme tu le disais, au niveau de la France et que ça remonte au niveau de l'Europe, mais il y a aussi une éthique à mettre en place et des règles à mettre en place. Tu parlais effectivement des mobilités. J'ai un petit exemple assez drôle. Vous savez, il y a une application, je ne vais pas citer le nom, qui utilise l'IA d'une façon éthique et d'une façon non éthique. Par exemple, je ne sais pas si vous savez en France, mais les hôpitaux peuvent demander à une application routière de dérouter les flux de circulation pour les ambulances. Genre, vendredi à 17h, je ne veux pas que les voitures passent dans l'axe de mon hôpital pour permettre aux ambulances d'accéder rapidement. Pour autant, quand vous êtes automobiliste, vous allez ce jour-là, même si c'est rouge, sur cette rue, vous allez voir personne. Puisque l'IA, effectivement, va faire un calcul et dire cette route est bloquée pour que les ambulances puissent passer et on va vous dérouter. Ça, c'est éthique. Par contre, la même application peut effectivement faire la même chose, mais cette fois-ci pour faire du business. Pour des chaînes de fast-food que je ne nommerai pas, elle peut aussi dérouter des automobilistes, donc polluer plus, dérouter, faire plus de kilomètres. Ça, c'est ce que j'appelle l'IA non éthique, pour que le fast-food ait un maximum de volume de voitures. C'est là les problématiques de l'éthique dans l'IA, c'est qu'on peut l'utiliser de façon très éthique pour sauver des vies, pour faire passer des ambulances dans des axes lorsqu'il y a beaucoup d'embouteillages, mais c'est aussi non éthique. On utilise l'IA effectivement pour faire du business, c'est-à-dire dérouter des automobilistes, leur faire quelques kilomètres de plus pour qu'ils passent devant une chaîne de fast-food. Donc là, il y a des vrais sujets d'éthique à mettre en place. Et je compléterai même, parce qu'en rentrant dans la salle, en fait, j'ai vu beaucoup de visages de femmes, et ça m'a fait hyper plaisir. J'en ai quelques-unes, j'ai dit c'est génial, il y a des femmes. Et je devrais même pas en être étonnée, parce que en fait, c'est terrible d'en être étonnée, en fait. Et on a abordé ce sujet-là à Bruxelles, sur les Women in Science, donc les femmes dans la science en manière globale, les femmes dans la tech, qui est aussi un de mes combats que je porte. Et le lien avec l'IA et l'éthique, c'est que j'ai rien contre vous, messieurs, parce que je suis certaine qu'on va construire le monde de demain ensemble et ça se fera ensemble. Et c'est même pas, ça devrait être, je l'espère, dans quelques années, un non-sujet. Mais quand on développe de l'IA, on a des biais de genre. Et si on n'est pas, et je parle en tant qu'ancienne développeuse ingénieure, si on a quand même un regard à apporter dans tous les développements des outils technologiques de demain. Et ça aussi, ça doit faire partie de l'éthique. Et c'est aussi un des sujets qui est traité au niveau européen pour favoriser les femmes dans la tech au sens large, les femmes dans l'IA, favoriser l'inclusion, enfin l'inclusivité, comme on dit, l'inclusivité, au féminin, parce que c'est important pour construire l'IA éthique et responsable d'aujourd'hui et de demain. Alors vous lancez un appel aux femmes, Mona, c'est ça? Ah mais complètement. Je pense qu'il faut, vous voyez, vous pouvez même avoir fait des études de mathématiques, de sciences, avoir fait une carrière d'ingénieur et être élu au numérique. Donc tout est possible, il faut y aller. Et puis je suis toujours triste, parce que je donne aussi des cours dans les grandes écoles, je suis toujours triste de voir dans les promos d'ingé encore trop peu de femmes. Donc oui, il faut y aller. Et pour ça, j'interviens dans les écoles, enfin un petit peu partout, avec mon bâton de pèlerin pour dire c'est possible, j'en suis la preuve vivante. Alors Mona, j'aimerais revenir sur la French Tech. On connaît votre implication à travers le monde avec la French Tech. Est-ce que vous pensez que la souveraineté, quand on parle de souveraineté, je ne vais pas citer l'Est et l'Ouest actuellement, est-ce que vous pensez que ça doit partir de la France pour justement mettre en place une vraie souveraineté européenne ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte international dans lequel on est, on a un outil qui est formidable, c'est l'Europe. C'est l'Europe parce que aujourd'hui, c'est situs, altus, fortus communautaire, c'est les valeurs olympiques. Quand on est ensemble, en général, on va plus vite, on va plus loin, et la souveraineté, ça doit être absolument
un des enjeux. D'abord, c'est un enjeu majeur depuis plusieurs années, et je crois que ça se passe au niveau européen de manière. Pour moi, c'est là que tout se passe en matière de numérique. Donc, la souveraineté, elle passe par ce qui est au centre. Ce matin, j'étais avec les écosystèmes data centers nationaux, et tout est au cœur, c'est la donnée. Vous savez, il n'y a pas de hasard hein, quand on parle de IA Act, de Data Act, pas très loin, et de Market. On a la commande publique, on a l'IA avec le traitement des données, on a le cloud souverain qu'on attend tous parce qu'on a besoin aussi d'avoir des outils de sauvegarde de ces données. Non, tout se passe en Europe et ensemble, on sera clairement plus fort. Oui, la France, moi j'ai tendance à le dire, elle agit au niveau européen. On a la chance en tout cas d'avoir un gouvernement, en tout cas un président qui est très impliqué historiquement sur les côtés souveraineté, résilience et data. Je pense que c'est là que ça se passe et on a tout à y gagner pour le développement de nos écosystèmes innovants à l'international, créer de la croissance économique, créer de l'emploi, créer de la formation et faire en sorte qu'on a toujours été un modèle, en fin de compte, la France. Alors, Pierre-Alexandre, je le disais, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Est-ce que, selon vous, l'IA va faciliter le management des collectivités et comment ? Alors, oui, effectivement. Pourquoi ça va faciliter le management ? D'abord parce qu'on va moins stresser les équipes sur des tâches ingrates ou des tâches sur lesquelles on n'a pas tous envie de faire un compte-rendu, etc. Alors, moi, en tant que maire, le truc le plus terrible, c'est trouver un secrétaire de séance lors des conseils municipaux. Ah, il faut gratter, il faut écouter, etc., etc. Alors, le management, c'est aussi permettre à ses collaborateurs, à ses agents, de faire des tâches à valeur ajoutée, de travailler sur des projets, etc., plus que de faire des comptes rendus. Alors là, je peux le citer, il y a une application qui fonctionne bien, qu'on utilise, c'est Copilot, pour ceux qui connaissent. C'est génial, hein. Copilot, vous faites une visio, vous avez donc les adresses mail de tout le monde. Copilot écoute bien tout ce qui se dit pendant la visio, vous fait un compte rendu. Vous relisez le compte rendu, vous appuyez sur un bouton, c'est envoyé à tous les présents à cette visio. Ça, c'est un super point. Et le compte-rendu, je vous assure, il est top. Franchement, la relecture se fait très facilement. Mais l'autre point génial, c'est que comme tout le monde a mis son adresse mail pour sa visio, Copilot propose, comme on le fait tous lorsqu'on fait une visio, tiens, on se voit quand après ? C'est quoi la prochaine date ? Et Copilot dit, c'est simple, comme j'ai accès aux agendas de tout le monde, je fais des propositions. Vous imaginez le temps gagné pour les assistantes, les collaborateurs, etc., de ne pas appeler machin, de ne pas envoyer des mails dans tous les sens pour savoir qui est disponible. Tout est fait. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui va aider effectivement au management des hommes et des femmes, à la fois dans nos collectivités, mais dans les entreprises. Donc ça, Alain, c'est vraiment un point fort. L'autre point, on en a parlé, sur l'urbanisme, par exemple, dans l'agglo Paris-Saclay, c'est aussi de pouvoir agréger des données. Tu parlais effectivement des données, des data, etc. On a aussi beaucoup de data centers sur le plateau de Saclay, et ça permet effectivement d'agréger très rapidement les données d'urbanisme, sur tous les sujets aussi d'éco-responsabilité, enfin, tous les sujets qui demandent beaucoup de matière, beaucoup d'informations, l'intelligence artificielle va aider à la décision. Donc, ça aide à la fois dans la productivité, c'est un aidant sur la décision, donc on est complètement dans les améliorants du management. Alors, il y a aussi un point auquel vous vouliez intervenir, c'est sur la vidéosurveillance. Alors là, en France, on est très très prudent, et à raison, par rapport à la vidéosurveillance, en quoi l'IA peut garantir d'ailleurs le bien fondé et aussi nos propres libertés collectives et individuelles. Oui, alors je vais rappeler un peu les lois. Moi, par exemple, en tant que maire, dans ma commune, il y a des caméras. Personne ne peut avoir accès aux images. Les images sont conservées en accord de préfecture sur 15 jours. Personne ne peut accéder aux images s'il n'est pas OPJ, officier de police judiciaire. Donc soit le maire qui l'est d'office, soit les gendarmes ou la police en fonction des zones. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la garantie de ce qu'on fait d'une image de vidéosurveillance, elle est liée effectivement à quelqu'un qui est des forces de l'ordre ou de la justice. Donc il n'y a pas de sujet de partage de données, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qui est génial dans l'intelligence artificielle et la vidéosurveillance, c'est qu'un vidéoman ne peut pas suivre plus de 3 ou 4 écrans. Quand dans une ville, vous avez 150 ou 200 caméras, c'est impossible pour lui de suivre tout ce qui se passe, à la fois dans les villes ou alors dans les centres commerciaux, etc.
Alors, je vais citer une autre boîte, hein, et encore une fois, je ne suis pas actionnaire, mais ce sont des entreprises du plateau de Saclay. Il y a une boîte qui s'appelle Vision, V2ESION. Ils ont été top, maintenant ils sont vraiment en avance sur le marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur l'intelligence artificielle, sur la vidéosurveillance? Ils sont allés prendre les 30 000, voire 50 000 vues dans le monde de toutes les personnes, quelles qu'elles soient, dans les commerces, qui ont volé quelque chose. Une bouteille de whisky, des bijoux, etc. Et ils ont créé, avec l'intelligence artificielle, un profiling du voleur. C'est-à-dire, quelle est l'attitude d'une femme ou d'un homme avant de voler. Ils ont plugué ça au système de vidéosurveillance, à la fois des villes, à la fois des commerces. Le gain est énorme. Le vidéoman n'a pas besoin de regarder tous les écrans. C'est l'intelligence artificielle qui, de façon prédictive, va dire « Attention, dans telle allée, de tel centre commercial, etc., cette personne, en fonction de toutes les vues qu'on a dans le monde de gens qui vont voter, ce profiling-là, il y a une grosse probabilité que cette personne vole. Et ça permet au vidéoman de s'orienter tout de suite sur la caméra, etc. Ça, c'est un intérêt de l'intelligence artificielle pluguée à la vidéosurveillance. Toujours en restant sur l'éthique de dire les images ne seront consultables que par un OPJ. Donc l'intelligence artificielle il n'y a pas de débat sur les données personnelles. Est-ce qu'on va en regarder si je rentre? Moi, dans ma mairie, on a essayé de m'attaquer au début de mon mandat, donc il y a une dizaine d'années, parce qu'un habitant ne voulait pas que je sache à quelle heure il rentre le soir. Et je lui dis, je ne saurais pas à quelle heure tu rentres le soir, puisque je n'ai pas le droit de regarder, sauf s'il y a un délit. Donc les gens imaginent, parce qu'il y a des caméras partout dans le monde, qu'on est surveillé, etc. On est surveillé uniquement s'il y a un délit. Ça, il faut bien le rappeler à tout le monde. Donc voilà, je finis rapidement, mais l'intelligence artificielle, c'est un gain énorme pour la vidéosurveillance, pour nos villes, pour effectivement la sécurité. Et je finirai par un exemple chinois qui est très intéressant que Vision a développé. C'est par exemple en Chine, une concession Mercedes a demandé à cette société, puisqu'en Chine, il y a des caméras dans toutes les rues, où je dois implanter une concession Mercedes. Et en fait, l'intelligence artificielle était capable de regarder sur tous les véhicules quelle était l'écusson du véhicule. Est-ce que c'était un Volkswagen, un Mercedes, etc. Et il a dit, voilà, dans cette rue-là, dans ces rues-là, grâce à l'intelligence artificielle, toutes les caméras, elle a décelé le nombre de macarons Mercedes qui passaient. Et donc, c'est à cet endroit-là que vous devez développer une concession Mercedes, parce que c'est là où il y a le plus de Mercedes qui passent. Et bien ça encore, qui peut le faire, à part l'intelligence artificielle? Il n'y a que l'intelligence artificielle pour aider, effectivement, soit pour faire du business, soit pour protéger donc les citoyens. Voilà. Alors, quand on parle d'éthique, de liberté, on va rester sur ce point. La question à tous les deux, vous êtes élus tous les deux, très sensibles aux libertés individuelles et collectives. L'IA dans la reconnaissance faciale, vous en pensez quoi? Alors, moi, j'ai une position très très simple. Je pense qu'on a notre éthique made in France. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi avec la reconnaissance faciale. Je pense qu'on n'est pas à la Chine. On n'est pas encore à se Corée et je refuse cette société du tout contrôle. Clairement, hein, je ne m'en cache pas, c'est mon point de vue depuis plusieurs années, donc je n'ai pas encore changé. Par contre, l'IA m'intéresse sur les aspects sécurité-défense. Parce qu'aujourd'hui, face à nous, ça ne m'intéresse pas de savoir Monsieur Dupont, à quelle heure il est rentré chez lui, et est-ce qu'il a été au match avec son épouse ou sa maîtresse, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si ça m'apporte quelque chose en termes de sécurité, défense sur mon territoire, là, ça va commencer à m'intéresser. C'est très, très, très réglementé. On a une loi JOP 2024 là-dessus, avec des expérimentations très réglementées dans l'accès aux informations, l'accès aux données, la captation des informations, leur hébergement, le cycle de vie et même à la mort des informations qui vont être utilisées. Donc si ça permet qu'on n'ait pas un acte malveillant qui met en cause la vie de personnes qui vont à un grand événement, ça ne me pose aucun problème, la reconnaissance faciale. Ce qui me pose problème, c'est si on n'est pas en capacité d'assurer le respect de l'accès aux données, mais ça, je fais confiance aux législateurs puisque j'ai assisté au débat à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on est protégé sur ces aspects-là et il faut qu'on reste dans notre vigilance d'éthique et de responsabilité. En termes d'élus, on a ce devoir-là. Et encore une fois, en plaisantant hier avec des acteurs de la protection de données et de data, je disais, nous ne sommes pas à Dubaï, nous ne sommes pas en Chine, nous sommes en France avec nos valeurs, notre histoire. Et c'est ce qui fera notre différence à l'échelle internationale sur notre sécurité, notre défense et sur les aspects de développement économique et sociaux. Alors, avant de donner la parole à Pierre-Alexandre,
les JO, ça se passe en Seine-Saint-Denis en grande partie. Vous êtes en plein dedans. On parle de reconnaissance faciale pour les JO. Là, quel est votre sentiment ? Alors déjà, c'est pas que ça se passe qu'en Seine-Saint-Denis, ça se passe chez nous, en France. Ça fait 100 ans qu'on les attendait, donc on est plutôt fiers de l'avoir. On va avoir un rayonnement à l'international. Et si en plus on en fait de ces JOP 2024 un démonstrateur industriel de la ville durable de demain, de notre capacité à assurer la sécurité et la défense de nos concitoyens, il y a des enjeux qui sont juste énormes. Donc c'est chez nous, en France, au Stade de France en partie, mais aussi dans les régions. Et je pense aussi à elle, parce que je pense que c'est vraiment un rayonnement. Moi, j'en suis fière de me dire que c'est chez nous que ça se passe et qu'on va en faire partie. L'IA et la reconnaissance faciale, il y a des expérimentations très cadrées, très réglementées. Je fais confiance aux législateurs, je fais confiance à la CNIL, je fais confiance aux différents ministères qui sont en charge. On va être une terre d'innovation en matière d'IA éthique et responsable à l'international. On est un des premiers pays à avoir, en région parisienne, développé toute la partie drone qui va être déployée sur la sécurisation de grands événements. Donc oui, soyons vigilants. Et nous, élus, on est les garants du respect des données personnelles de nos concitoyens. Mais faisons que cet événement, avec tous ces enjeux, soit une vitrine de nos savoir-faire en matière d'innovation IA, éthique, responsable, et je rajouterais même éco-responsable. Pierre-Alexandre, une dernière question. D'abord, est-ce qu'il y a des questions ? Ils sont sages. Ah, monsieur. Alors, on n'a pas de micro, mais... Ah, rien. Allez-y. Bonjour. Merci pour cette vision d'ensemble. J'ai une question en fait sur les projets d'application d'IA pour les citoyens qui concernent justement en fait, cette partie usage et éthique. Donc, le mois dernier, il y a eu en fait, la législation en fait, d'IA qui était approuvée dans le Parlement européen. Donc il y a eu massivement en fait, plus de 500 voix pour. J'aimerais savoir en fait, quels sont les projets qu'en fait, vous allez mettre en place. Donc là, en fait, bien sûr qu'on aura les 24 mois en fait, que ça rentre en application pour en fait, que les citoyens en fait, voient en fait, l'intérêt de partager ces données en respectant la RGPD, etc. Et pour qu'en fait, ça améliore notre quotidien. Alors, je vais illustrer mon propos. Et tu me compléteras certainement parce qu'il y a la santé, je sais que ça te tient particulièrement à cœur. La santé aujourd'hui, c'est un champ de l'IA qui est expérimenté déjà en France. Je pense à l'Institut Gustave Roussy avec la lutte contre le cancer. Et l'idée, c'est quoi ? C'est on anonymise les données qui sont récoltées pour pouvoir, à des fins, en utilisant des statistiques, sur des données très très personnelles parfois, ça va jusqu'aux données d'ethnie. Il y a des sujets qui sont... mais pourtant, on arrive à sauver des vies en utilisant l'IA. Ça, c'est un exemple qui est concret et qui fait qu'on a une implication tout de suite. Après, il y a un autre projet aussi que je trouve intéressant, c'est autour... on a parlé des mobilités tout à l'heure. Je suis partie à Rio pour voir un petit peu ce qu'ils avaient fait comme projet, intelligence artificielle, supervision pour les JO 2016 de mémoire. Et en fait, ils ont mis un centre de supervision. On a l'impression qu'on est à la NASA, à la préfecture de Rio. Et ils ont réussi à récupérer avec de l'IA des données de mobilité, des données d'enjeux climatiques. Je ne savais même pas que c'était une zone à risque d'inondation, etc., Rio. Et ils ont mis le citoyen au cœur. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur sur les problématiques de sécurité. Je pense que nous, on a quelque chose à faire en France, en tout cas j'y travaille, pour mettre le citoyen au cœur de sa sécurité. Mettre au cœur de sa sécurité, c'est de dire, là, je passe ce matin et puis il y a un accident, donc j'alerte le système. Il y a eu un accident à tel endroit. Et ils sont en capacité d'interagir entre le citoyen, la préfecture et les systèmes qui ont été mis en place d'IA pour faire du prédictif et de remodifier tout leur système de circulation. Et ça, j'ai trouvé ça génial en termes de sécurité dans nos villes. Donc la santé, je l'ai cité. Et puis il y a un autre sujet là, sur lequel on est en train de travailler avec la région Île-de-France, c'est la pollution de l'air, la santé.
Il y a des milliers de morts chaque année parce qu'il y a de la pollution de l'air, des particules fines. On n'en parle pas beaucoup, mais ça c'est encore un truc qui est essentiel pour moi, puisque ça crée des maladies pulmonaires, etc. Et en fait, on a décidé avec plusieurs territoires franciliens, c'est un projet qui est piloté par la région Île-de-France, on a mutualisé nos moyens, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais des projets d'IA, c'est extrêmement coûteux. On a mutualisé nos moyens, et notre idée, c'est de dire comment on va pouvoir donner des outils d'aide à la décision via de l'analyse de données massives, donc via une IA, sur les mesures à mettre en place en cas de crise sur les particules fines, sur la pollution de l'air. L'objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est mieux vivre dans nos villes, faire en sorte qu'on ne vive pas dans des villes trop polluées, assurer le bien-être de nos habitantes et de nos habitants. Donc on aura des résultats assez concrets et à automatiser. Pierre-Alexandre, sur la santé, avant de terminer. Oui. Voilà. Merci, Quentin. Oui, merci. Sur la santé ? Oui, alors jusqu'où va aller l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé, qu'on n'a pas beaucoup abordé. Oui. Et Mona l'a dit, c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Oui, absolument. Tu en as parlé un petit peu, mais c'est fondamental dans la santé. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des domaines de données importantes, de diagnostic, de données de périmètre du corps, des données biométriques, etc. Donc, je donnerai encore, j'aime bien donner des exemples parce que c'est quand même très parlant. Il y a deux filles, tu vois, il y a deux filles et pas des hommes, qui ont monté une boîte qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, écoutez bien, de déceler. Alors, on est pareil que Vision. Vision, c'est je vais prendre des vidéos, j'en prends 30 000, je regarde le profiling et là, je fais le porté-robot du voleur qui va voler. Alors, elles sont parties d'un autre constat. Elles ont dit, c'est simple, c'est pas des sujets très drôles, mais c'est comme ça. Sur les cancers féminins, on a screené les urines de toutes les femmes qui allaient avoir un cancer. Cancer du sein, cancer de l'ovaire. Et elles ont trouvé ce qu'on appelle des marqueurs. Et elles se sont dit, tiens, si avant que j'ai un cancer du sein ou des ovaires, effectivement, parce que j'ai fait des tests urinaires 1 an ou 1 an et demi avant, et qu'on a décelé des marqueurs particuliers que les spécialistes de biologie n'ont pas vus dans les années classiques. Mais nous, chercheurs, on a trouvé ces marqueurs. Et maintenant, elles sont en train de mettre, grâce à l'intelligence artificielle, c'est une boîte qui s'appelle Pixel, qui est sur Polytechnique, à le plateau de Saclay, et ça va fonctionner, je pense que leur truc, ça va faire un carton. Grâce, effectivement, à ça, ça permet à une femme, de temps en temps, de faire des tests urinaires, qui, apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est moins douloureux qu'une mammographie. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous, etc., etc. Voilà, c'est ce qu'elles m'ont bien expliqué. Et elles disent, voilà, tu fais un test urinaire. Rapidement. Pardon ? Et donc l'idée, c'était effectivement, par des marqueurs, grâce à l'intelligence artificielle, de pouvoir prévenir des femmes et de dire, on va pouvoir anticiper effectivement des diagnostics et donc de proposer à ces femmes d'aller faire une mammographie ou autre chose. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment un cas concret de l'intelligence artificielle. Je vois qu'il y a une voix off derrière, mais je vois que c'est pas lié au sujet, c'est pas grave, qui permet effectivement de faire effectivement des diagnostics grâce à l'intelligence artificielle qui va déceler des marqueurs dans l'urine et permettre à des gens d'aller faire, des femmes donc d'aller faire effectivement des diagnostics. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres dans l'intelligence artificielle pour qu'effectivement elle soit utile et surtout qu'on sauve des vies, encore une fois, qu'on sauve des vies et qu'on soit effectivement sur des diagnostics. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question entre les trois interventions. On arrive au terme de cette table ronde. 1 minute chacun pour conclure. Mona. Il ne faut pas avoir peur. Il faut essayer de ne pas céder à cette ambiance de médias qui nous fait croire que l'IA va prendre nos places, l'IA va prendre le contrôle sur nos vies, l'IA, etc., etc. Je crois qu'il faut se dire, et il faut rester très pragmatique et très concret et se dire, essayons d'en tirer le meilleur. C'est pas du marketing que je fais, c'est juste que c'est quelque chose qu'on a créé ensemble, les ingénieurs vont créer à notre service. On a un devoir, c'est de maîtriser notre destin et notre dessin numérique, et c'est possible. Donc je crois que le véritable enjeu, c'est la société. Qu'est-ce qu'on va construire comme société de demain et comment on va utiliser tous ces outils mis à notre disposition pour faire en sorte qu'on en soit fier, efficient et qu'on ait les bons outils pour prendre les bonnes décisions. Mais n'ayons pas peur.
Pierre-Alexandre? Alors moi, je dirais, je suis un peu plus philosophique, je dirais, et si l'IA nous rendait heureux? Si on prenait plus de plaisir dans ce qu'on fait, pourquoi? C'est un peu les exemples que je vous ai dit tout à l'heure. Si toutes ces tâches ingrates, qui sont pénibles à faire, dans lesquelles on ne crée pas de valeur, on les élimine, on les réduit, etc., et qu'on prend du plaisir à faire d'autres choses, à être avec les autres, à partager avec les autres, à travailler en équipe, c'est peut-être un peu idéologique, mais moi, c'est ça que je trouve intéressant dans l'IA. Si elle peut me faire... Moi, j'en ai marre de faire des comptes rendus. Si l'IA fait des comptes rendus à ma place, ça vous avez bien compris, eh ben, je vais prendre du plaisir à venir vous voir, à vous rencontrer, à rencontrer des gens, à apprendre des autres. Et c'est là où l'IA, il faut optimiser. C'est un peu comme les JO. Il faut optimiser. Tout va bien se passer. Et je pense que l'IA, effectivement, est un vrai vecteur d'optimisme pour la France. Voilà. Mona, merci. Pierre-Alexandre également. Merci à Quentin Melemiestre qui est là, m'avoir aidé à préparer cette table ronde. Merci à vous toutes et tous. Alors ne bougez pas parce qu'après il y a aussi une table ronde très 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 passionnante. Et puis on se retrouve demain toujours avec la mission Écoterre sur une table ronde à 11h45, cybersécurité. Les territoires médians sont-ils en danger? Où j'aurai le plaisir d'accueillir Serge Rochy, conseiller municipal de Rueil-Malmaison, Denis Thuriot, président de la mission Écoterre, Éric Berlivet, maire de La Roche-Molière, et Julien Gauquel, vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque. Le forum cybersécurité intelligence artificielle, c'est ici que ça se passe dans les allées avec le BIMWorld juste à côté. Merci à vous.